Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Rando Facile. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment planifier ces randonnées en 7 étapes. Donc on va voir chacune de ces étapes les unes après les autres, on va les détailler, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut regarder, quelle application j'utilise, mais avant ça, générique. Ok, alors je vais d'abord commencer par vous énumérer les 7 étapes que je fais toujours avant de partir en randonnée, donc c'est comme ça que je vais me préparer. Donc déjà, la première étape, ça va être de choisir quel type de randonnée je veux faire. Est-ce que c'est à pied, est-ce que c'est à ski, en raquette, etc. Ensuite, je vais me renseigner sur la météo, je vais chercher un endroit grâce aux cartes. Ensuite, je vais me renseigner sur l'endroit que j'aurais choisi via Internet, typiquement sur Google Maps. Ensuite, je regarde aussi dans les groupes Facebook, on trouve pas mal d'informations. Une fois que j'ai tous les paramètres de ma randonnée qui sont préparés, je vais commencer par préparer mes habits et pour finir, mon matériel. Donc ça, c'est un peu tout le cheminement que je fais avant de préparer une randonnée. Ok, alors commençons déjà par la première étape, c'est déjà choisir le type de randonnée qu'on veut faire. Donc ici, on va principalement parler de randonnée à pied, parce que la saison de randonnée à ski et de randonnée raquette touche à sa fin. Là, on est au mois de mai. Mais du coup, déjà, la première chose à faire, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je fais une randonnée à pied? Est-ce que je vais faire de l'alpinisme? Si je veux faire de la raquette ou du ski de randonnée, forcément, soit on le fait plutôt en hiver, ou alors on va déjà monter en altitude. Donc déjà, rien que dans ce choix-là, ça va définir les zones géographiques où on va aller. Et puis aussi, par rapport à la météo, ça va avoir une grande influence. Donc ici, on va plutôt partir sur l'exemple de la randonnée à pied, parce que c'est ce qui nous concerne le plus ici. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va se renseigner sur la météo, parce qu'en général, je vais plus ou moins tous les week-ends en randonnée. Donc, c'est pas vraiment... La question, c'est plutôt où est-ce qu'il y aura la meilleure météo près de chez moi pour pouvoir faire une randonnée. Donc pour ça, j'utilise plusieurs applications, mais l'application que j'utilise le plus, c'est Météo Blue. Et en fait, elle est vraiment très bien parce que, contrairement aux applications de météo standard, vous pouvez normalement vous pouvez seulement mettre la météo sur un nom de ville ou de village, tandis qu'avec Météo Blue, vous pouvez mettre le nom des sommets des montagnes. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'au final, si vous voulez aller, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez aller faire le Mont Blanc, vous n'allez pas regarder la météo de Chamonix parce que la différence est quand même assez énorme, surtout au niveau des températures. Même si géographiquement ils sont assez proches les lieux, ok, niveau nuages et tout, on pourrait avoir sensiblement la même chose, bien que des fois on peut avoir des nuages sur le sommet de la montagne et puis en bas ça reste nuageux mais dégagé. Donc pour moi c'est important d'avoir une application avec laquelle on peut regarder la météo précisément sur le sommet d'une montagne. Donc pour ça, Météo Blue, elle fait parfaitement l'affaire. Donc on peut voir la météo sur la semaine, on peut même voir les prévisions jusqu'à 14 jours pour avoir vaguement une idée de comment on va pouvoir planifier nos prochains week-ends. Une chose qui est aussi intéressante avec cette application, je ne sais pas si on peut la faire sur l'application, mais en tout cas sur le site web on peut, c'est mettre en fait le radar des prévisions. Donc par exemple, moi je regarde pour la Suisse, et puis je peux choisir les jours et je vois en fait les endroits où il y a la pluie, les endroits où il y a le soleil, et en fait ça me donne une vue globale de mon terrain de jeu, qu'on peut dire quasiment toute la Suisse, mais principalement la Suisse romande, en tout cas le milieu de la Suisse. Et en fait, avec ça, je dis, par exemple, je vais aller randonner samedi, et puis je peux regarder samedi où est-ce qu'il y a le plus de soleil, par exemple. Et avec ça, ça peut déjà m'orienter un peu dans mes randonnées, ou alors essayer de trouver l'endroit où il y a le moins de pluie, par exemple. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire pour choisir un petit peu la région dans laquelle on veut aller durant le week-end, par exemple. Ensuite, ce qui est important de regarder avec la météo, une fois que vous avez choisi plus ou moins le lieu ou la région, vous pouvez regarder déjà la température qu'il va faire à l'endroit que vous avez choisi. Parce que là, c'est bien important de pouvoir voir les températures minimum annoncées, les températures maximum. Ça va vous permettre plus tard de choisir vos habits. Regardez aussi la température ressentie. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut être assez différent de la température normale. Par exemple, s'ils annoncent 10 degrés, mais qu'il y a du vent et qu'il fait assez humide, vous aurez peut-être un ressenti de 0 degré. Donc là, ça change quand même pas mal la donne en disant oui, à 10 degrés, je peux limite être en t-shirt pendant l'effort. Par contre, quand il fait 0 degré,
Là, il y a moins de monde en t-shirt. Donc c'est important et cette application, elle permet de faire ça. Elle vous affiche la température et la température ressentie. Et pour calculer ça, elle va tenir compte du vent et de l'humidité. Donc ça vous permet d'éviter d'aller regarder dans ces tableaux de comparaison qui vont vous donner la température ressentie en fonction de ces paramètres-là. Elle le fait automatiquement, donc c'est quand même quelque chose qui est bien pratique. Donc on a la température, ensuite on a dit on regarde la météo, s'il va pleuvoir, parce qu'effectivement s'il pleut, s'il va pleuvoir beaucoup, ben, on va prendre plutôt une hard shell, tandis que s'il pleut pas vraiment, on va peut-être prendre juste une soft shell, ça va suffire. Ensuite le vent aussi c'est important. Typiquement, ça dépend aussi comment vous êtes expérimenté, mais s'il commence à avoir 50 km/h de vent, là, ça commence à devenir dangereux en montagne. Donc, plutôt y aller quand on est expérimenté. Je dirais jusqu'à 20-30 km/h de vent, on ne se pose pas trop de questions. Mais au-delà de 30-40 km/h de vent, si on va dans des endroits un peu escarpés et où il y a un peu de vide à gauche, à droite, ça commence à devenir dangereux. Donc là aussi, ça va dépendre du terrain sur lequel vous avez évolué. S'il y a beaucoup de vent, évitez d'avoir des terrains trop escarpés où la chute pourrait être dangereuse. Prenez plutôt des randonnées faciles, comme ça, même s'il y a du vent, ben, vous ne vous mettez pas en danger, c'est le principal. Et puis, au-delà de 60 km/h de vent, là, ça commence vraiment à souffler fort. Une fois, juste pour le test, on est allé sur un sommet d'une montagne avec plus de 100 km/h de vent. Et ben, je vous garantis que les derniers mètres, on les a pas fait sur nos jambes, mais à quatre pattes, tellement on n'arrivait pas à tenir. Je crois qu'il y avait des rafales à 120 km/h de vent. Mais c'était pas un endroit dangereux, c'était vraiment pour une fois ressentir cette sensation et savoir qu'est-ce que ça fait les vents et à quel point ça nous impacte. Donc j'ai fait l'expérience pour vous et je peux vous dire que franchement, c'est pas agréable. Donc au-delà de 60 km/h, c'est presque mieux de rester à la maison. Ok, voilà pour la météo. Et sinon, très important, quand on approche du mois de juin, du mois d'août, c'est un peu la période des orages, principalement en fin de journée. Donc là, c'est très important de bien regarder la météo et d'avoir une météo comme Météo Blue qui va donner pas juste voilà la météo qu'il va faire aujourd'hui, mais qui va nous donner plusieurs indications durant la journée. Typiquement, sur Météo Blue, il donne la météo par tranche de 3 heures. Donc, ok, c'est pas hyper précis, mais ça donne déjà une bonne indication. Et en fait, ça va vous permettre de... Ce qui arrive souvent pendant l'été, c'est qu'avec la journée qui est chaude, il y a les nuages qui se créent, les cumulonimbus, et puis après, c'est là qu'il y a les orages en fin de journée. Donc, c'est important de voir que, par exemple, l'après-midi, on a une météo qui est plutôt clémente. Ensuite, peut-être vers 5-6 heures, on commence à avoir des nuages. Et puis peut-être à 21 heures le soir, il y a l'orage. Donc c'est important de bien planifier ça pour ne pas être surpris en montagne avec un orage, parce que c'est sûrement la pire chose qui peut vous arriver. Donc c'est important de bien regarder s'il y a des orages en fin de journée, et puis de toujours prendre une marge. Parce que c'est pas s'ils disent qu'il y a un orage à 21 heures, eh ben, vous savez comment c'est la météo, elle est quand même assez incertaine. Donc peut-être que l'orage il sera déjà là à 20 heures. Donc c'est important de garder une marge de sécurité. Et puis rien ne vous empêche aussi, pendant la randonnée, à 5 heures, de checker un petit coup la météo, voir s'il n'y a pas eu de changement significatif, histoire de pas être surpris. Et c'est pour ça que c'est pratique, ces applications aujourd'hui qu'on a dans nos smartphones, c'est que non seulement on peut avoir une météo qui est relativement précise, parce qu'avec les outils météorologiques aujourd'hui, ils ont bien évolué, et puis ils ont de bonnes puissances de calcul pour faire des prévisions. Donc déjà, la météo est beaucoup plus précise qu'avant, mais surtout, c'est qu'on peut l'avoir en temps réel dans notre poche. Et ça, c'est vraiment un avantage. Donc, utilisez-le quand vous partez en randonnée. Ça coûte rien. Dès que vous faites une pause pour boire de l'eau, de vite checker l'application météo pour voir si la météo reste constante. Après, si vous faites une randonnée de 1 heure aller-retour, il ne reste pas grand-chose. Mais c'est typiquement une randonnée où vous partez le matin, vous faites 5 heures pour monter et puis il y aura encore 4 heures pour descendre. Ben, peut-être avant d'arriver au sommet, ça vaut la peine de contrôler la météo, parce que si on voit qu'elle se dégrade plus rapidement que prévu, ben peut-être qu'on ne va pas aller jusqu'au sommet pour prendre des risques inutiles. Donc voilà un petit peu ce que je vous conseille de regarder sur la météo. Donc ça, c'est le point 2. Ensuite, le point 3, ça va être la carte. Donc c'est là qu'on va choisir spécifiquement notre sommet. Donc une fois qu'on aura choisi notre sommet, on pourra peut-être revenir à l'étape météo pour regarder précisément la météo à ce sommet et pas juste la région qu'on a regardée avant. Donc ici, pour planifier un peu le sommet précisément, moi j'utilise une carte, donc une carte virtuelle. Aujourd'hui, j'ai pas de carte papier chez moi. Là, il y a de nombreuses applications.
Moi, j'utilise des cartes suisses parce que j'habite en Suisse, mais en France, si je me trompe pas, vous avez les cartes Hygiène. Je sais pas si vous avez des sites spéciaux à me recommander. En tout cas, n'hésitez pas à nous les partager, ça peut être utile pour les autres. Mais moi, en tout cas, pour la Suisse, j'utilise surtout GeoAdmin et puis SwissTopo. Les deux, on peut avoir l'application, mais l'application SwissTopo, qui est relativement nouvelle, franchement, elle est super cool, elle est gratuite, et puis on peut même faire nos itinéraires dedans. Donc en fait, moi souvent, franchement, j'y vais vraiment un peu à l'arrache. Je me balade sur la carte, je regarde, je vois les noms des sommets, je fais afficher les chemins de randonnée. Donc on a les randonnées standards, les randonnées de montagne et puis les randonnées alpines avec différentes couleurs. Et puis je regarde un petit peu les sommets qui m'ont l'air intéressants. Puis je dis, ben voilà, il y a le Gros Brun, il y a le Patraflon ou ce genre de sommets qui ont l'air intéressants. Je me balade dans la région que j'ai sélectionnée avant. Je regarde un petit peu les chemins. Je me dis, ah ok, celui-ci il part de ce village-là. Je regarde un peu s'il y a des places de parc, s'il y a un parking, ce genre de détails. Et puis après, ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'on peut créer un itinéraire. Donc en fait, on peut mettre notre point de départ, le sommet sur lequel on veut arriver, et puis comme un GPS dans Google Maps, il va directement nous dessiner l'itinéraire en passant par les chemins. Alors ça va bien quand il y a des chemins qui vont jusqu'au sommet des montagnes, des chemins balisés. Mais quand c'est pas le cas, il faut dessiner manuellement le chemin par lequel on veut passer. Mais je dirais pour 90% des sommets, il n'y a pas de souci, ça va déjà vous dessiner l'itinéraire tout seul. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ça va nous donner le dénivelé positif, le dénivelé négatif, les kilomètres qu'on va marcher et une estimation du temps qui est sincèrement assez réaliste. Alors après, si vous partez en paquetage léger, vous êtes bien sportif, vous allez faire moins de temps. Mais globalement, ça vous donne déjà une bonne idée en disant, voilà, cette randonnée, elle va faire 3h30 pour monter. Et c'est plus facile à estimer que si on vous dit, oui, alors ça fait 6 km et puis 1100 mètres de dénivelé. Là, c'est un petit peu plus difficile d'estimer le temps. Mais lui, il va tenir compte justement du dénivelé et des kilomètres de marche. Et en fait, avec cette formule-là, il va pouvoir vous estimer un temps de montée. Après, vous pouvez aussi le redessiner pour la descente, pour qu'il vous estime le temps de descente. Mais moi, en général, je compte un tiers, ou plutôt les 2 tiers du temps de la montée. Donc, si on fait 3 heures, on fera 2 heures pour la descente. C'est une bonne estimation aussi à la louche pour se donner une idée. Et du coup, avec ces outils-là, donc ces applications, ça me permet vraiment de pouvoir planifier mon itinéraire, de voir, OK, est-ce qu'il y a des chemins, de quel type de chemin on va aller dessus. Et puis ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette application, elle est affichée de base en mode, comment on appelle ça, carte nationale, mais on peut aussi mettre la vue satellite. Et ça peut être intéressant pour voir des fois un peu plus de détails sur le terrain. Typiquement, est-ce qu'il y a des forêts ou est-ce que c'est juste des petits arbres parsemés? On peut voir aussi si ce sera plutôt de l'herbe ou alors plutôt rocheux. C'est des choses qu'on a plus de facilité à voir des fois que sur la carte standard. Et puis, après, ce qui est aussi intéressant sur les cartes comme ça, c'est de pouvoir voir les points d'eau. Parce que typiquement, sur des longues randonnées, ça m'embête de prendre 3-4 litres d'eau avec moi. Alors, je prends juste 2 litres et puis je repère différentes rivières ou cours d'eau auxquels je pourrais me ravitailler. Donc ça, c'est des points très intéressants pour planifier typiquement justement des longues randonnées. Et puis c'est aussi avec ces genres d'applications que je prévois mes bivouacs. Donc j'essaye de regarder par rapport aux courbes de niveau sur la carte. Est-ce qu'on a des endroits plutôt plats vers le sommet ou à l'endroit que je veux bivouaquer pour avoir finalement un endroit où poser ma tente. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire peut-être pour cette planification. J'aurais 1000 choses à vous dire si on prévoyait des randonnées d'hiver, mais je pense qu'on fera un podcast dédié à ça, certainement aussi un podcast dédié au risque des avalanches, parce que dans ces applications-là, on a aussi beaucoup d'outils pour pouvoir planifier ce genre de choses. Donc maintenant, on va passer au 4e point, c'est la recherche d'informations sur Internet. Donc là, on a choisi la montagne qu'on veut faire, on a plus ou moins trouvé l'itinéraire par lequel on veut passer pour rejoindre ce sommet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plus d'informations. Parce que typiquement, là, sur la carte, ok, je vois un chemin, ça passe sur une arête, on arrive au sommet, ça a l'air un petit peu escarpé. Mais au final, j'ai pas tellement d'informations sur le niveau, sur le terrain, la difficulté. Du coup, c'est intéressant de taper le nom du sommet sur Google, parce qu'au final, il y a quand même maintenant pas mal d'informations sur de nombreux sommets. Il y a plein de sites qui recensent des itinéraires, comme par exemple Rando Facile. Si vous n'êtes jamais allé faire un tour sur le site du podcast, je vous invite à le faire.
mais c'est de loin pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui ont encore plus de contenu. Donc, tapez le nom du sommet sur lequel vous voulez aller. Et puis là, je dirais il y a 2 choses à faire. La première, c'est regarder peut-être les 5 premiers sites. Il y a peut-être des gens qui sont déjà allés et puis qui vont faire un feedback en disant voilà, ce passage il est un peu difficile, c'est plutôt un terrain rocheux, donc prenez des bonnes chaussures, ou alors attention, il y a des parties de grimpe, ce genre de détails-là. Et puis en même temps, s'il y a des photos, ça vous permet vous-même de vous faire votre propre avis aussi. Par exemple, sur les notions de vide par rapport à s'il y a des grandes falaises ou ce genre de choses, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez subjectif. Il y a des gens qui ont peur du vide, d'autres beaucoup moins. Donc en voyant un peu les photos du terrain, ça permet également à vous-même de vous faire votre propre avis sur cette randonnée. Donc la première chose, c'est taper sur Google et puis regarder les premiers sites. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est d'aller, souvent quand vous tapez le nom d'une montagne sur Google, à droite, vous aurez le Google Maps. Donc cliquez dessus. Là, vous aurez l'espèce de Google Maps en relief qui va absolument rien vous apporter parce qu'il n'y a aucune information. Par contre, dès que vous êtes dans Google Maps, il y a souvent des gens qui postent des photos sur Google liées au lieu de Google Maps. Ce qui fait qu'il y a souvent des gens qui sont arrivés au sommet, qui ont pris une photo du sommet ou alors du chemin, et puis qu'ensuite vous allez pouvoir retrouver grâce à Google Maps. Et ça permet d'avoir une très bonne idée en fait, de la randonnée et surtout du sommet. Et franchement, sur les sommets un peu connus, en tout cas pas trop inconnus, vous avez quand même des photos assez récentes. Je dirais, il y a assez de gens qui publient plusieurs fois par année des photos de ces sommets-là, donc ça vous donne quand même une bonne base de données d'images pour planifier votre randonnée et puis avoir déjà un aperçu en fait avant d'aller sur place. Et ça, c'est vraiment bien. Typiquement, si vous commencez la randonnée, si vous vous sentez pas capable de faire des grosses randonnées ou des randonnées plutôt techniques, ça vous permet déjà de vous renseigner et puis de dire ok, celle-là elle est peut-être un petit peu difficile pour moi, je la ferai à la fin de l'été quand j'aurai gagné en expérience. Donc ça, c'était la 4e étape, c'était rechercher des infos sur Internet, ou je vais dire plutôt sur Google. Mais sinon, la 5e étape, qui est franchement pas à négliger, c'est Facebook. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de groupes Facebook sur la randonnée, comme par exemple le groupe Rando Facile aussi. On a aussi un groupe où on partage nos randonnées, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais il y en a plein d'autres avec encore plus de membres. Et ce qui est très intéressant, quand vous êtes sur Facebook, vous tapez dans la barre de recherche en haut le nom du sommet que vous désirez. Et ensuite, il va vous proposer plein de choses. Et puis dans les filtres à gauche, vous mettez filtrer seulement les publications. Donc en fait, par exemple, si vous tapez le Mont Blanc, eh bien, vous allez peut-être tomber sur des entreprises qui s'appellent Mont Blanc ou peut-être une personne qui s'appelle Mont Blanc. Mais si vous filtrez seulement les publications, il va vous afficher seulement les résultats où en fait, il y a quelqu'un qui a publié quelque chose sur Facebook avec Mont Blanc. Et typiquement, ça va être les gens qui ont publié leurs photos de randonnée récemment, enfin, en général, leurs photos de randonnée sur Facebook avec le nom de la randonnée. Et ça, c'est super pratique parce que ça vous permet d'avoir des photos supplémentaires de l'endroit où vous voulez aller, mais surtout, là où ça devient extrêmement puissant, c'est que vous pouvez trier par date. Et vous pouvez, par exemple, mettre les photos les plus récentes en premier. Et en général, dans les endroits plutôt fréquentés, c'est surtout pratique pour le ski randonnée pour savoir s'il y a encore de la neige. Ça vous permet d'avoir des photos relativement récentes de l'endroit où vous voulez aller pour connaître son état, en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de neige? Est-ce qu'il y a encore de la neige? Donc, ok, pour les randonnées d'été, on se pose peut-être un petit peu moins la question, mais ça permet déjà d'avoir une source d'information supplémentaire qui est plus récente. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire attention, là il y a eu un éboulement, ce chemin il est fermé. C'est peut-être des informations qu'on ne pourra pas forcément trouver ailleurs. Donc la recherche sur Facebook et puis les groupes, c'est quand même quelque chose d'assez puissant et que moi j'utilise régulièrement pour avoir de l'information en plus. Ok, donc maintenant, normalement à ce moment-là de la préparation de la randonnée, vous savez exactement où vous allez aller, par quel chemin, vous connaissez la difficulté, vous connaissez la météo. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire votre sac à dos. Et là, en fait, par rapport à tous les paramètres qu'on a définis avant, ça va vous permettre de pouvoir prendre le bon matériel avec vous. Donc si on commence par les habits, là encore, si vous allez dans une randonnée technique, vous prendrez des chaussures peut-être plus techniques, plus de haute montagne. Si vous allez sur des petits chemins, vous aurez besoin d'une paire de chaussures plutôt légères. Ensuite, par rapport à la température, là également, vous pourrez vous habiller en conséquence, plutôt pantalon, plutôt short, t-shirt. En tout cas, négligez pas.
La météo, moi j'ai toujours dans mon sac un coupe-vent Kawaii, parce qu'on sait jamais si tout d'un coup le vent se lève ou si la pluie est venue plus tôt que prévu. C'est vraiment pas lourd. Si vous avez quelque chose de tout fin, prenez-le avec dans le sac à dos. Et puis j'ai également toujours une couche chaude. Moi je prends souvent ma doudoune parce qu'elle est extrêmement légère. Et puis même en été, pour 200 grammes, 300 grammes dans le sac à dos, je réfléchis même pas, je la mets dans mon sac. Donc là, par rapport à la météo, prenez vraiment les habits qui sont adéquats pour la situation. Et puis c'est toujours mieux de prendre une ou deux protections en plus, justement un petit kawaii ou ce genre de choses, car on ne sait jamais ce qui peut arriver en montagne. La météo, elle tourne très vite. Par rapport au soleil aussi, n'oubliez pas de prendre la crème solaire, la casquette, chapeau, lunettes à soleil, c'est important. Souvent, on néglige ça en randonnée. Et puis si vous faites des longues randonnées, étant donné que vous transpirez, il y aura la crème solaire qui aura tendance à s'enlever de votre peau. Donc c'est bien au bout de quelques heures de remettre une couche de crème solaire, surtout sur les bras et la nuque. C'est souvent là qu'on a le plus de coups de soleil. Et puis aussi également porter des casquettes ou des chapeaux en été, parce que souvent ça tape fort le soleil en montagne et puis ça permet d'éviter les insolations. Sinon, voilà, par rapport à s'ils annoncent un peu plus mauvais temps, vous pouvez prendre justement des bons habits de pluie, des habits plus chauds. Peut-être aussi, si vous allez plus haut en montagne, prenez une paire de gants, le bonnet. Je pense qu'on a à peu près tout dit pour la météo par rapport aux habits. Sinon, dans le matériel, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'est pas dans du bivouac. Donc, niveau matériel, vous avez besoin de votre sac à dos. Typiquement, un sac à dos pour la journée, entre 20 et 30 litres, ça suffit largement pour la taille du sac à dos. Niveau quantité d'eau, là, ça dépend aussi. On boit tous un peu différemment. Ça va dépendre de la longueur de la randonnée et puis également de la température. Mais je dirais, entre 1 et 2 litres, vous avez déjà une bonne base. Minimum 1 litre, parce que c'est toujours bien d'avoir au moins 1 litre, même s'il fait froid ou vous faites pas trop long. C'est toujours bien d'avoir une réserve. Et puis après, plus que 2 litres, ça vient un petit peu... C'est embêtant de devoir porter autant d'eau. Du coup, moi, ce que je propose en général, c'est que prendre 2 litres d'eau, et puis si vous faites vraiment des longues randonnées, essayez de trouver des points de ravitaillement en eau. Mais là, j'ai fait récemment un dernier podcast sur comment gérer l'eau en randonnée. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé exactement combien d'eau est-ce qu'on doit prendre avec nous, comment est-ce qu'on peut la filtrer, etc. Je vous invite à aller voir. Sinon, niveau matériel en plus, moi je recommande aussi de prendre les bâtons, mais là également ça va dépendre un peu du terrain. S'il est facile, vous n'avez peut-être pas besoin de les prendre avec vous, mais s'il est un petit peu plus difficile, ça aide toujours. On a dit les protections solaires, etc. Il n'y a pas grand-chose de plus à prendre. Après, on a tous un peu nos préférences. Si vous voulez prendre le pique-nique avec vous, ou seulement des barres de céréales, ou ce genre de choses, ça va dépendre. Mais voilà, grosso modo, je dirais, pour préparer sa randonnée, le plus important, c'est vraiment de bien se renseigner sur la météo pour prendre le matériel adapté. Et puis ensuite, de bien se renseigner sur la randonnée en elle-même, afin de prendre vraiment une randonnée qui est adéquate à notre niveau, puis prendre aussi le matériel qui correspond au terrain. Pas se retrouver avec des petites chaussures de trail running dans des gros pierriers ou alors sur la neige, c'est pas non plus le plus adapté. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, ça va vous aider à pouvoir planifier vos prochaines vos prochaines randonnées. Je vais essayer de vous mettre aussi en lien dans la description les sites que j'utilise pour planifier, soit pour la météo, soit pour les cartes. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil. En tout cas, c'est des applications que j'utilise souvent et qui sont vraiment très très bien faites aujourd'hui. Et puis, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains podcasts et puis également à mettre un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement. Et si vous avez des questions par rapport au matériel que vous avez besoin pour la randonnée ou comment planifier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je réponds à tous les commentaires volontiers. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous aider et progresser dans la pratique de la randonnée. Et puis moi, je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!